Donc, je vais essayer de vous montrer comment faire de la recherche avec les acteurs communautaires, en vous donnant donc pour exemple l'étude Airly. Donc d'abord, quelques principes de la recherche communautaire, avec donc pour idée principale qui est de faire avec les personnes concernées, avec les usagers, les patients ou les acteurs de terrain, et non pas faire pour eux. Donc plusieurs principes. D'abord, la recherche communautaire va consister à mobiliser les personnes, donc usagers ou patients malades, dans la recherche. Elle a une approche qui va être ascendante, donc on va partir donc de la base, qui est les usagers, la population dans laquelle on va vouloir évaluer une intervention, et on va remonter jusqu'aux décideurs. Cette recherche communautaire est basée à la fois sur le savoir scientifique, mais aussi sur le savoir profane, le savoir des usagers, des patients, qui ont une connaissance liée au vécu qu'ils peuvent avoir d'une maladie ou d'un comportement. Et puis, un point intéressant de la recherche communautaire, c'est qu'elle favorise la transformation sociale, puisqu'elle répond à un besoin réel du terrain, et donc elle va amener à bouger un peu les limites de la santé publique. Et ça, c'est un point très intéressant de la recherche communautaire. Donc on a plusieurs gradients d'implication des acteurs communautaires dans cette recherche. Au départ, en fait, quand on disait faire de la recherche communautaire, parfois c'était seulement proposer aux acteurs communautaires de faire partie de certains comités, les comités de pilotage, conseils scientifiques, mais sans autre implication dans la recherche. Puis, petit à petit, on a fait participer les acteurs aux définitions des objectifs de la recherche, mais également à la conduite de la recherche elle-même. Et puis, le dernier niveau, donc le plus intéressant d'implication communautaire, ça va être de déléguer des tâches de la recherche à ces acteurs ou à ces usagers. Donc, comment on va plus concrètement réaliser donc, cette implication des acteurs ou des usagers ? Ils vont pouvoir participer au recrutement des participants, donc des usagers dans la recherche, parce que parfois, donc surtout dans le domaine de la réduction des risques, c'est des populations compliquées à mobiliser ou qui ont aussi une certaine réticence à participer à la recherche. Mais on peut aller plus loin et donc, comme je vous disais, ils peuvent avoir un rôle direct dans à la fois l'élaboration des objectifs de la recherche, mais aussi dans le suivi de la recherche jusqu'à la production des résultats. Et puis, un autre point très important, ça va être la diffusion de la recherche dans la communauté pour faire accepter donc, cette communauté et la diffusion des résultats surtout pour aider soit au plaidoyer, soit à faire accepter l'intervention qu'on a pu évaluer. Donc, plusieurs avantages et plusieurs inconvénients de cette recherche communautaire comparée à une recherche classique. L'avantage, c'est donc que ça va permettre d'avoir accès à des populations parfois marginalisées qui sont difficiles donc, à mobiliser. Donc on va pouvoir également faire accepter la recherche dans la communauté des usagers. On va pouvoir, en combinant ce savoir donc, des chercheurs et le savoir donc, des usagers, améliorer les objectifs, mais aussi améliorer les outils qu'on va utiliser dans la recherche communautaire. Donc, par exemple, un questionnaire qu'on va utiliser pour recueillir des données, eh bien, on va adapter les questions posées grâce aux usagers qui vont évidemment participer à la conception de ces outils. Et puis, cette recherche communautaire va contribuer donc à l'acceptation, à l'appropriation collective de la recherche au sein de la communauté. Les inconvénients, c'est que parfois les intervenants ou les acteurs communautaires qui sont impliqués dans la recherche sont aussi intervenants donc, dans le dispositif qu'on évalue et donc il y a parfois un manque de recul et donc peut-être des dysfonctionnements dans la recherche qui ne seraient pas perçus puisqu'il y a un manque de recul. Lorsque les intervenants participent au recueil des données, on va pouvoir avoir un problème aussi de réponses qui vont être influencées par la proximité entre l'enquêteur et l'usager qui répond aux questions. Donc, comme je vous disais, un des bénéfices de cette recherche communautaire,
c'est qu'elle va favoriser la transformation sociale, puisqu'elle répond vraiment à un besoin de la communauté d'usagers. Elle vise donc à améliorer donc les réponses qu'on peut apporter en santé publique. Et puis, étant donné que la communauté est impliquée dans la recherche, elle va également s'emparer un peu des résultats pour les utiliser et pour nourrir un plaidoyer qui permettra donc de modifier les offres de santé qu'on va proposer à cette communauté. Donc c'est un principe de cette recherche qui est très intéressant. Et vous en verrez plusieurs exemples. Donc je voulais vous présenter aussi une enquête qui a été menée par le CNRS et l'INSERM, l'étude CareNet, qui a été conduite auprès de 580 chercheurs pour essayer d'étudier un peu la relation entre les chercheurs académiques et les associations de malades ou d'usagers. Et donc cette enquête a montré qu'il y avait 4 types de chercheurs en France. On a les chercheurs distants, donc les personnes qui n'ont aucun contact avec les associations. On a les réticents, ceux qui souhaiteraient peut-être, mais qui n'ont pas vraiment de lien avec les associations. Les pragmatiques, qui vont, à certains moments où ils ont besoin d'avoir un contact avec les associations, les font participer à leur recherche. Et puis les engagés, donc qui sont moins nombreux, mais qui, eux, vont plus systématiquement essayer d'impliquer les acteurs communautaires ou les usagers eux-mêmes dans le processus de la recherche. Mais globalement, cette enquête montre qu'il y a quand même une réticence des chercheurs à impliquer les associations. Donc nous, notre équipe de recherche INSERM, qui est une unité de recherche en santé publique et économie de la santé, on peut dire qu'on est dans les engagés, puisqu'on travaille depuis plusieurs années avec cette approche de recherche communautaire qui a démarré pour des projets dédiés aux populations gays, à travers notamment une étude qui est l'étude DRAG, qui vise à évaluer un dispositif rapide de dépistage réalisé par des communautaires. L'étude PrEP, prophylaxie pré-exposition, qui consiste, Daniela vous en parlera plus en détail, qui consiste donc à proposer un traitement antirétroviral avant la prise de risque. Et puis, depuis peu, nous essayons d'adapter cette approche à l'évaluation d'interventions en réduction des risques, pour des populations usagères de drogue. Et donc, la première étude qu'on a menée dans ce cadre-là est l'étude ANRS à Early, dont je vais vous parler ensuite. Donc, à Early, c'est une étude, un essai d'intervention qui a été financé par l'ANRS et donc conduite en partenariat avec l'INSERM, AIDE et Médecins du Monde. Donc d'abord quelques éléments de contexte. Comme vous le savez, et ça a été répété plusieurs fois pendant ce congrès, la politique de réduction des risques en France a permis d'avoir un impact très bénéfique sur l'épidémie de VIH chez les usagers de drogue, mais aujourd'hui, les données montrent qu'il y a toujours une forte prévalence du virus de l'hépatite C. Et donc, il y a aussi d'autres complications chez les personnes qui injectent des drogues, notamment des complications liées à l'injection elle-même. Donc, il y a encore des propositions innovantes à faire pour réduire les risques dans cette population. Donc, dans cette population d'injecteurs, on a aussi des parcours de consommation, d'injection, qui sont très variables entre les individus, mais également qui peuvent changer au cours du temps en fonction des générations, en fonction des produits disponibles, des traitements que l'on va proposer à ces personnes. Et donc, les intervenants de terrain ont proposé une éducation à l'injection individualisée pour essayer de réduire les risques liés à l'injection. Donc, c'est dans ce cadre-là que cette recherche à Early est née, puisque, évidemment, il n'était pas possible pour les intervenants de proposer aux usagers de venir injecter un produit au sein des CARUD avec une éducation. Donc, on a démarré cette initiative dans le cadre d'une recherche qui permettait de faire fi de la loi et donc de pouvoir évaluer cette intervention pour ensuite peut-être modifier la loi. Donc cette recherche est basée sur les principes de la recherche communautaire avec une implication des acteurs de terrain, de Médecins du Monde et de AIDE.
des chercheurs académiques, un financement par l'ANRS, qui a été également le promoteur de cette étude, et puis des usagers donc concernés par l'injection de drogue. Donc les objectifs de la recherche étaient d'évaluer l'efficacité de cette éducation, de cette intervention pédagogique sur l'injection de drogue, en termes donc, de pratiques à risque, donc, plus généralement donc, en termes de pratiques d'injection, mais plus précisément, l'idée était donc d'étudier la diminution en termes de pratiques à risque VIH-VHC, surtout VHC dans cette population, mais aussi les autres complications liées à l'injection. Et en objectif secondaire, donc, on a évalué aussi la faisabilité et l'acceptabilité de cette intervention auprès à la fois des usagers et des intervenants. Donc, le schéma de l'étude, il s'agit d'une étude multicentrique nationale qui visait donc à comparer l'évolution de plusieurs critères d'efficacité. Et donc, on avait un groupe intervention qui consistait à recruter des usagers dans des CARUD qui proposaient AERLI. Donc, on avait 8 CARUD. Et un groupe contrôle qui recrutait des usagers donc dans des CARUD qui fonctionnaient selon le modèle standard, donc sans éducation à l'injection. Donc il y avait 9 CARUD contrôle. Donc en résumé, il s'agit donc d'une étude qui a duré 1 an, où on a suivi donc chacun des groupes pendant 1 an avec, donc comme vous le voyez, au moins une session, donc en 5 mois, une session d'éducation à l'injection pour le groupe intervention. Le groupe témoin donc, ne recevait pas d'éducation, et puis des entretiens téléphoniques à l'inclusion à 6 mois et à 12 mois, réalisés par des enquêteurs extérieurs. Donc plus concrètement, l'intervention, en quoi elle consistait, en fait, l'idée était de proposer donc, un lieu calme, isolé, suffisamment éclairé donc, pour réaliser cette séance d'éducation, donc ça dans les CARUD. Elle a impliqué donc, le personnel donc, de ces CARUD, qui pouvaient être soit des infirmiers, soit des pairs, soit des assistants sociaux, différents types de personnel. Chacun des intervenants à AERLI était formé, mais également donc, à AERLI, mais aussi à la gestion des overdoses. Il y avait aussi un partenariat réalisé avec un service des urgences à proximité. Il faut savoir que toutes les drogues étaient acceptées, à condition donc, que ces drogues étaient utilisées régulièrement par l'usager, donc pas de nouvelles consommations. Et puis, il y avait aussi la possibilité de recevoir cette intervention en couple, donc pour les couples donc, qui injectent ensemble. Les critères d'éligibilité, donc il fallait avoir plus de 18 ans, avoir injecté au moins une fois au cours de la dernière semaine, accepter donc de répondre à l'entretien téléphonique et donner évidemment son consentement éclairé. Le recueil des données donc, c'est fait par entretien téléphonique pour recueillir des données sociodémographiques, mais aussi des données de comportement donc, concernant les pratiques à risque, l'accès aux soins, etc. On a utilisé donc, une méthode pour limiter un biais auquel on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas éviter. C'était le biais de sélection, puisqu'on a recruté des usagers dans différents CARUD et il y a des profils très différents d'un CARUD à l'autre. Donc on a utilisé une méthode qu'on appelle le modèle de Ekman pour limiter ce biais lié à ce fait qu'on ait utilisé des clusters. Quelques résultats rapidement, et là vous verrez donc ces populations sont différentes entre le groupe intervention et le groupe contrôle. Donc les données à l'inclusion, on avait donc dans le groupe intervention des personnes plus précaires, des personnes qui injectaient plus du sulfate de morphine et qui avaient plus de pratiques à risque à baseline, à l'inclusion. D'où l'importance donc d'utiliser un modèle statistique qui permette de limiter ce biais. Et donc les résultats montrent donc des données intéressantes puisqu'on a on a utilisé 2 critères donc d'efficacité. D'abord les pratiques à risque de transmission du VHC. Et donc on a une diminution dans le groupe intervention comparé au groupe contrôle. Donc le groupe contrôle, on a 27%
de personnes qui déclarent au moins une pratique à risque à M0, et à M12, on a 29%. Et dans le groupe intervention, on passe de 44% à 26%. En termes de complications liées à l'injection, on a aussi une diminution significative, puisque on passe de 56% à 62% dans le groupe contrôle et de 66% à 39% dans le groupe intervention. Donc des données qui sont confirmées par le modèle que nous avons utilisé et donc qui montrent donc un impact positif de Airly sur ces critères. Les limites donc de cette étude, on a eu donc évidemment des difficultés à recruter un groupe comparable à cause donc de cette méthode donc de clustering. Normalement, on utilise la randomisation pour limiter ce biais, pour avoir des groupes comparables, mais là, c'était à la fois pas possible de proposer à certains et pas à d'autres au sein d'un même CARUD, et c'était pas possible. Voilà, on a dû sélectionner des CARUD qui étaient prêts à proposer l'éducation. Donc ça, c'est un peu les contraintes du terrain, et donc on doit adapter aussi les méthodes scientifiques à ces contraintes-là. Donc c'est un peu ça aussi le bénéfice de la recherche communautaire. Donc on avait une diversité importante de population d'usagers de drogue, un taux élevé aussi de perdus de vue. Donc là aussi, on a dû faire appel à une méthode pour limiter le biais lié à ces perdus de vue. Mais bon, avec cette population, on s'attend toujours à des taux de perdus de vue importants. Et puis des données auto-déclarées, mais qui ont fait leurs preuves, qui sont aussi valides que d'autres données. Donc en conclusion, donc on a un impact positif de cette éducation en termes de diminution des pratiques à risque et de diminution des complications cutanées au point d'injection. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la recherche communautaire, c'est qu'on a des retours du terrain qui sont parfois des informations précieuses aussi et qui permettent de modifier, une fois l'intervention accessible ou diffusée partout, de modifier cette intervention et de l'améliorer. Et donc des retours positifs, c'est que à la fois c'est efficace, mais aussi c'est un moment privilégié pour discuter de l'injection avec l'usager. C'est un moment qui est pas toujours... la discussion autour de l'injection, elle n'est pas toujours facile pour les usagers. Et là, quand on propose vraiment une intervention sur cette problématique, eh bien là, ça délie un peu les langues et on peut aborder des choses plus intéressantes, plus profondes. Et ça permet donc d'éviter aussi les fausses idées autour de certaines pratiques. Et puis l'autonomisation des personnes. Par exemple, quand elles s'injectent en couple, on va permettre à une personne finalement de ne plus avoir besoin de l'autre pour injecter. Voilà. Ça remet en question aussi le déni de l'injection au sein des CARUD, puisque c'est une réalité, mais les personnes injectent dans les CARUD. Et donc voilà, on déplace un peu ce déni pour en parler plus librement. On peut aussi, c'est un moyen aussi de discuter plus en détail de l'effet des drogues, des produits, et puis peut-être d'alternatives aussi à l'injection de certaines drogues, ou même à un passage peut-être de l'injection à d'autres voies d'administration. Alors quelques difficultés quand même, donc c'est une intervention qui est quand même chronophage, qui nécessite des professionnels en plus, et puis des temps vraiment dédiés à Airly. Donc c'est une intervention qui a un coût, mais qui n'est pas non plus extrêmement élevé. Difficulté donc pour suivre sur le long terme ces participants, puisque parfois c'est intéressant de pouvoir les voir plusieurs fois et de pouvoir peut-être faire en sorte qu'elles reçoivent plusieurs interventions. Et donc dans cette population souvent est très mobile ou peut être à cause d'incarcération ou d'hospitalisation plus difficile à suivre dans le temps. Et puis une difficulté aussi, c'est ce que les intervenants nous ont renvoyé, c'est qu'il y avait une difficulté à évaluer certaines pratiques de consommation en dehors du CARUD. Donc comment travailler sur ces pratiques qui ne sont pas visibles par les intervenants. En termes de diffusion des résultats, donc c'est intéressant puisqu'on a deux types de diffusion qu'on n'a pas forcément dans la recherche classique. On va avoir donc la diffusion évidemment scientifique, donc ces résultats ont fait l'objet d'une communication à la conférence de Melbourne, conférence internationale sur le VIH en 2014, et puis s'en est suivi une publication dans la revue Addiction, donc qui est la revue en addictologie. Autre type de diffusion qui est tout aussi intéressante, ça va être la diffusion aux acteurs de terrain.
Et donc, Aide et Médecins du Monde ont réalisé donc une brochure avec une explication un peu plus, un peu moins aride, on va dire, quelque chose de plus lisible. Une brochure très intéressante qui permet de restituer les résultats d'Airly. Donc, en conclusion, Airly peut jouer un rôle très important dans la prévention de la transmission du VHC, ce qui est un effet important aujourd'hui dans cette population d'usagers de drogue, et permet aussi de réduire les complications cutanées. Il faut savoir que c'est une intervention qui est brève et qui, même si elle a un coût, elle aura forcément un coût, elle n'est pas très onéreuse par rapport à d'autres interventions. Airly, donc, c'est aussi une opportunité pour parler de nouveaux espaces de consommation. C'est quelque chose qui est fortement discuté au sein des associations et donc ça permet peut-être de proposer donc de nouvelles voies, de nouveaux espaces de consommation. Airly pourrait être aussi un outil dans les CARUD, mais pas seulement, peut-être dans les salles de consommation qui ouvriront probablement prochainement. Dans les XAPA, on peut envisager Airly dans différents contextes. Et puis, au vu de ce qu'on a eu comme résultat en termes de perdu de vue, en termes de population assez marginalisée, on se demandait peut-être la pertinence de réaliser Airly en outreach, donc sur les lieux de vie des usagers, peut-être dans les squats ou proposé dans les unités mobiles. Et donc, c'est une des perspectives de recherche, va être donc de proposer un projet Airly en outreach, et donc qui s'appelle Outsider, qu'on a déposé donc avec Daniela, avec Ed, à la NRS. Donc voilà, on espère qu'on aura ce financement. Et donc ça, c'était une perspective de recherche, et dans une perspective sociale qui est encore plus importante, les résultats d'Airly participent donc au changement de la loi, puisqu'ils ont été un argument pour modifier le texte de loi relatif à la santé. Et donc, probablement, Airly va bientôt faire partie de la loi et va pouvoir être appliqué dans les CARUD, en même temps donc, que l'expérimentation des salles de consommation. Donc voilà un bon exemple de transformation sociale qu'a permis donc, cette recherche communautaire. Voilà, je voulais remercier donc évidemment toutes les personnes qui ont participé à la recherche Airly, et je vous remercie pour votre attention. Voilà.